Nation. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Robert Bertram. Bonjour. Cette revue juridique, politique et économique consacre donc ce dossier à l'autodétermination. C'était un choix évident pour vous? C'était le seul choix, parce que en cette année, nous n'avions que pour le mois d'avril un dossier prioritaire qui était celui de l'autodétermination. Et donc nous avons commencé à travailler très en amont pour pouvoir éventuellement le construire et éventuellement accrocher plusieurs auteurs de manière à le rendre très intéressant. L'occasion de constater ce qui se pratique ailleurs dans le monde, le positionnement de l'ONU également, on y reviendra, positionnement qui n'est pas simple. En tête du dossier, des textes reçus par les élus, tous n'ont pas répondu, ça vous le regrettez? Je veux dire presque c'est la règle du jeu. On contacte les partis, les responsables qui peuvent éventuellement écrire quelque chose. Ils ont parfois d'autres sujets prioritaires. On ne peut pas... Alors, on peut parler tout d'abord du Premier ministre et de l'ex-Premier ministre. Ce sont eux qui ouvrent ce dossier sur l'autodétermination. Édouard Philippe, qui souhaite une accession à la pleine souveraineté, pleine de sincérité, de clarté, de loyauté, des principes qu'il met en avant. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il avait déjà, lorsqu'il était venu en tant que Premier ministre, faire son discours au Congrès, il avait dégagé les premières lignes de son action. Et donc, moi, j'ai considéré qu'il était intéressant d'avoir éventuellement un petit article de sa part pour faire l'ouverture de ce dossier. Oui, et cette phrase, la sérénité du scrutin, repose sur notre capacité collective à être à la hauteur de la question qui est posée aux électeurs. Il nous met face à nos responsabilités. Comme la plupart des dirigeants qui viennent un peu nous rendre visite, ils nous disent qu'il faut prendre en main notre destin. Manuel Valls, député et président de la mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, lui, il s'appuie sur la jeunesse. Construire le chemin pour la Nouvelle-Calédonie, nous le devons à cette jeunesse. C'est ce qu'il écrit, héritière d'une histoire si belle, si lourde. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il a raison de s'appuyer sur la jeunesse? Oui, effectivement, il s'appuie sur la jeunesse et je pense qu'il faut s'appuyer sur la jeunesse pour construire un pays. Effectivement, on prend toujours position sur les anciens, mais c'est la jeunesse qui donne vie et corps à un pays. Et puis nos politiques locaux, Philippe Gomes qui offre un texte assez long, c'est le plus long, où il parle du pays d'après, du rêve kanak qui s'est transformé en rêve calédonien. Il appuie bien sur la notion de peuple calédonien. Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi relancer le débat sur ce terme de peuple calédonien? Alors, le peuple calédonien a été utilisé un petit peu par aussi bien le Premier ministre que par divers politiques. Je dirais que moi, c'est un terme politique, ce n'est pas un terme juridique. Donc, à partir de là, le politique, il fait un peu ce qu'il veut au niveau de la sémantique. Oui, on se souvient des propos de Pierre Frogier au Sénat qui n'avait pas accepté ce terme déjà employé par le Premier ministre, vous venez de le dire. Ce n'est pas une maladresse, mais c'est un gage aux indépendantistes, c'est ce qu'il avait dit, Pierre Frogier. On voit que cette question, cette notion de peuple calédonien, c'est assez sensible. C'est une notion sensible, et puis c'est toujours en fonction d'un certain calendrier pour les partis politiques qu'il faut prendre en compte. Il y a des réactions de certains élus à un moment donné, compte tenu du contexte purement local. Parce qu'on peut effectivement s'élever contre une utilisation abusive ou pas abusive, peu importe, dans un certain contexte, et puis ne pas le relever dans un autre contexte. C'est assez compliqué au niveau des hommes, déjà. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte de Philippe Gomes, personnellement? C'est un texte complet, très long, effectivement, mais bon, ça correspond au personnage. Et il ne faut jamais détacher, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on est toujours dans une élection à l'avance. Donc, on est dans les prochaines provinciales de 2019, c'est dans très peu de temps. Les partis ne doivent pas uniquement s'en tenir à la consultation finale. Ils doivent prévoir bien avant leur action politique. Oui. Simon Louis-Cotte, qui est le sénateur honoraire, signataire de l'accord de Nouméa, lui s'adresse bizarrement dans ce texte au président. Oui. Il s'adresse avec une lettre ouverte, oui, qui est originale,
et qui est une façon un peu de se démarquer d'un article un peu traditionnel. Et je l'ai trouvé très intéressant. Oui, ces 2 phrases résument assez bien sa position. Depuis bientôt 20 ans, les Calédoniens préparent une solution consensuelle. La plupart ne l'envisagent d'ailleurs que dans la France. C'est ce qu'il écrit. C'est ce qu'il écrit. Non, mais de toute façon, oui, cette lettre est bien étayée. Il aborde les principaux sujets et il expose sa vision politique de la Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa, maintenant le président du Congrès, lui rappelle une position que l'on a peut-être tendance à mettre de côté, Robert Bertram, celle d'une nouvelle solution d'avenir élaborée en commun. Pour lui, la question tranchée risque 30 ans après... risque après 30 ans de paix, de diviser la population. Il fallait qu'il le rappelle. On sent que ça lui tenait à cœur, ce fameux 3e accord dont il parle. Alors, c'est vrai que pour le Rassemblement Les Républicains, oui, le 3e accord avait été leur phare. Ils n'ont pas réussi compte tenu des résistances de part et d'autre. Mais il a tenu à rappeler la position initiale de son parti et il prend acte de la décision de faire la consultation finale. Ils vont à cette consultation finale et puis après, ils auront leur 3e accord après. Oui, mais il dit quand même, il ne faut pas mésestimer les risques potentiels de fracture que ces sentiments douloureux ressentis par certains pourront générer dans la société. Est-ce que ce référendum binaire, il l'accepte contre sa volonté politique profonde? Je n'ai pas. Je pense qu'effectivement, ils sont obligés de l'accepter politiquement, mais ils s'en seraient bien passés. Oui. Sonia Backès, maintenant, une nouvelle page s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie dans la France. Elle évoque ce pari sur l'intelligence fait par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. La France, c'est une chance. Là, ce sont des propos sans surprise? Non, oui, c'est sans surprise. Elle reste dans sa ligne de position. Oui, voilà. Chaque parti reste dans sa ligne de position, en profite pour exposer par écrit leur ligne politique. Et la position de Sonia Backès, c'est 100% de France, 100% anti-indépendance. Oui, elle évoque notamment l'indépendance qui serait la ruine pour la Nouvelle-Calédonie et le droit permanent à l'autodétermination. On y reviendra peut-être en seconde partie. Gilles Brial, qui est le vice-président du mouvement populaire calédonien, il rappelle la position de son mouvement depuis sa création en 2013 avec ce leitmotiv « Le référendum n'est pas une fatalité, c'est une opportunité ». Et puis j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'il rappelle, c'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté la question décidée au dernier comité des signataires. Oui, c'est exact. Il n'a pas accepté cette position puisqu'il n'y avait pas le mot. Les phrases qui ont été proposées et acceptées ne lui convenaient pas, donc il s'est courageusement opposé à cette position. C'est tout à son honneur. Est-elle claire, dit-il? Lève-t-elle toute ambiguïté? Il dit non. Non, ça ne lui convenait pas du tout. Donc il a affirmé sa position jusqu'au bout en refusant ce qui ne convenait pas. Charles Ouachetine, le porte-parole du Palika. En réalité, l'option politique qui consiste à envisager l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la France, sous quelque forme qu'elle soit, n'est pas soutenable en soi, écrit-il, car non conforme à la lettre et l'esprit du processus de décolonisation engagé avec l'accord de Nouméa. Là encore, c'est une position à laquelle on s'attend. C'est du Palika. Yep. Que faut-il comprendre par les propos que je vais vous citer? Là, au bout du compte, la seule option qui peut être retenue pour l'avenir est celle qui consisterait à discuter avec l'État français de la manière de sortir du processus de décolonisation par le haut à partir du principe d'accession à la pleine souveraineté. Le Palika, c'est une position moins autoritaire des autres indépendantistes. Alors, le Palika a une position effectivement un petit peu moins autoritaire, mais ça, c'est une analyse strictement personnelle. Oui, ce sont des réflexions. Du Palika. Et elle est contestable ou pas contestable, c'est leur position, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que vous diriez des différences d'approche des uns et des autres, de nos responsables politiques, des mouvements politiques? À partir de la position sur l'autodétermination, on lit en filigrane les positions politiques de part et d'autre et le futur positionnement des provinciales de 2019. Le futur positionnement des provinciales de 2019. On y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien. Robert Bartram, vous restez avec nous à partir de 7h05, on vous retrouve. L'invité de la matinale sur La Première.
Vous avez 10 minutes à partir de maintenant pour prendre votre téléphone, nous appeler, poser une question à notre invité, Robert Bertram, le directeur de la revue Juridique, économique et politique, dont le dernier numéro consacre un dossier au référendum d'autodétermination. Deuxième partie avec les questions, bien sûr, de Thierry Belmont aussi. Robert Bertram, à travers les textes que vous ont confiés pour votre revue, les différents mouvements, on ressent, vous le disiez, selon vous, le futur positionnement des provinciales de 2019, des uns et des autres? On peut le supposer. Je ne dis pas que ça ressort des textes, mais fatalement, quand un parti politique expose son point de vue politique sur un futur du territoire, il y a automatiquement une assise politique future. Est-ce qu'il y a un positionnement commun qui ressort? Peut-être le fait de discuter de l'après-référendum? Moi, je dirais que l'après-référendum, tout le monde s'assoira autour d'une table en fonction des résultats. Et c'est la logique même de l'action politique. Raphaël Mapou, qui est doctorant en droit public, qui est aussi chargé de mission au Sénat coutumier, il souligne cette prochaine consultation référendaire qui n'en est probablement qu'une étape. Qu'une étape, c'est ce qu'il dit. C'est toujours une étape parce qu'il y a toujours le deuxième ou le troisième référendum qui pourrait éventuellement être demandé. Mais ça, c'est toujours optionnel, donc on ne peut pas connaître le futur. Et une étape dont il ne faut pas surdimensionner l'importance, hein, c'est ce qu'il précise également. Mais là, c'est normal, c'est Raphaël Mapou qui est quand même branché plutôt Sénat coutumier, coutume par rapport à la politique qui n'est pas tout à fait la même action. Alors Robert Bertram, vous consacrez également un texte sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'oubli fréquent et parfois suspect de la résolution 2625 ou 2625 de l'Organisation des Nations Unies. Cette résolution, qu'est-ce que c'est ? C'est la résolution qui permet de s'autodéterminer en choisissant son propre statut politique. Donc on peut être autodéterminé en choisissant un statut, pas automatiquement en étant décolonisé ou en faisant une État-association ou en faisant une intégration, etc. Ce qui est déterminé par l'article 1541, il y a un quatrième volet supplémentaire qui est l'article 2625. Pourquoi vous dites que cet article, que cette résolution est discrètement diffusée tant par l'ONU que par les indépendantistes? Parce que les indépendantistes n'ont aucun intérêt et eux, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Ce n'est pas un nouveau statut X ou Y avec un autre nom. Ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Donc il ne faut pas avoir connaissance d'une possibilité supplémentaire de choisir. Cette possibilité supplémentaire, elle est embarrassante. Ça ne les arrange pas. Voilà, c'est surtout ça. Vous remettez bien en cause l'efficacité de l'ONU. L'ONU en prend pour son grade quand même dans votre texte, Robert Bertram. Vous dites, par exemple, que force est de constater que l'Assemblée générale de l'ONU est relativement décriée pour son inefficience. Vous dites encore que l'ONU semble parfois ne plus être qu'une organisation qui abrite une foultitude de personnes dont la mission reste vague. L'ONU est une organisation, on va dire, pas juridique, on va dire c'est une organisation politique. Et la 4e commission ou le comité des 24 travaillent pour ils ont leurs propres règles. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est gonfler leur groupe en ayant des indépendances. Quand on pense qu'ils demandent l'indépendance de Pitcairn, ça fait sourire, alors qu'ils ne bougent pas pour le Tibet, ils ne bougent pas pour les Rayan Jaya, ils ne bougent pas pour la Papouasie occidentale. Donc, ils sont l'ONU, ils sont pour la décolonisation dans les pays occidentaux, mais sûrement pas dans les autres pays. Ils n'y mettent pas les pieds. Oui, vous signez également un autre texte qui s'intitule « L'Organisation des Nations Unies et sa liste des territoires non autonomes ». Et puis, vous constatez que l'émergence de nouvelles puissances, notamment celle de la Chine, on en parle énormément, qui ne s'embarrasse guère, vous dites, de considération sur les états d'âme de la société occidentale. Les droits de l'homme tels que l'on le conçoit dans les pays occidentaux, c'est pas la tasse de thé de la Chine. Et puis la Chine, justement. On va s'arrêter un petit moment sur cet article. Un article qui s'intitule « Développement de l'influence chinoise dans le Pacifique ». La terminologie pour aborder cette région est d'abord
abordé de façon assez longue parce que l'auteur, qui est Bastien Van den Dijk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour lui, il faudrait plutôt dire Pacifique océanien, ça semble plus approprié. Est-ce que ça a été écrit avant que le président de la République évoque notamment le terme Indo-Pacifique? Ça, je ne saurais vous dire, parce que là, c'est un étudiant à l'IFRI que j'ai réussi à lui demander d'écrire à nouveau pour la revue. Donc, c'est un nouvel auteur pour moi, donc je tâcherai d'obtenir de nouveaux articles avec lui, puisqu'il est spécialiste sur la Chine dans le Pacifique. Oui, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend finalement dans cet article sur la croissance asiatique dans le Pacifique, sur l'appétit des Chinois pour ces pays du Pacifique, ces petits pays du Pacifique? On peut dire que le Pacific Site, c'est la route maritime de la soie par rapport aux routes maritimes terrestres qu'ils ont fait en allant sur l'Europe. Et la Chine a une expansion assez phénoménale sur les petits pays, les micro-États, qui sont dans l'incapacité totale de résister à la puissance financière de la Chine, puisque c'est la diplomatie du portefeuille. Et il n'y a pratiquement aucun État qui peut lui résister financièrement, sauf à se mettre à plusieurs États pour résister. Les intérêts économiques chinois dans la zone sont nombreux, écrit-il, déjà parce que géographiquement, la seule ligne commerciale reliant la Chine à l'Amérique du Sud, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, et peut-être demain à l'Antarctique, passe par le Pacifique océanien. C'est cette réalité-là, finalement, que le président de la République a voulu faire prendre conscience. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre solution que de s'allier pour contrer la puissance de la Chine qui avance inexorablement. On voit les problèmes en mer de Chine quand elle construit son fameux collier de perles. Elle ne s'embarrasse pas des décisions de la Cour arbitrale de l'ONU. Elle ne s'embarrasse pas des récriminations des autres États. Elle n'en tient absolument pas compte. Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on peut arrêter aujourd'hui la Chine d'investir dans ces pays du Pacifique qui portent un nom, selon l'auteur, les PICS, Pacific Island Countries? Oui. On peut toujours. Encore faut-il qu'il y ait une volonté mondiale. Mais sûrement pas un petit pays tout seul face à la Chine. Est-ce que la France, aujourd'hui, avec cet axe qu'il veut développer, avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on peut contrer la Chine? Oui, parce qu'on s'associe. Il n'y a aucun problème si on fait un axe pour contrer. C'est une guerre économique, faut pas exagérer. Mais une guerre économique avec une puissance politique derrière. Bruno. Je rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez interroger notre invité, le 258-258. Il vous reste encore 3 minutes pour nous appeler. Ce qui est intéressant également dans cet article consacré à la Chine, c'est cette politique d'aide au développement de ces pays du Pacifique qui est quand même assez étonnante. Ça veut dire que la Chine, elle met les moyens. Elle met les moyens énormes et ensuite elle présente la facture. Et comme on ne peut jamais rembourser ce qu'elle a investi, le nouvel État est prisonnier. Pieds et poings liés. La Chine a investi 1,8 milliard de dollars d'aide publique au développement ces derniers temps. Oui, je voulais connaître votre avis sur le positionnement des politiciens, des hommes politiques calédoniens. Comment voit-il cette expansion asiatique chinoise dans la région? On a cru comprendre que certains n'étaient pas contre. Ou en tout cas ne voyaient pas ça d'un mauvais œil. Alors, plutôt chez les indépendantistes. Alors, chez les indépendantistes, je n'ai pas d'écho particulier. Je considère, moi, du côté des non-indépendantistes, on a tout à perdre à travailler avec la Chine si ce n'est pas bien contrôlé. Je veux dire, on le voit avec la Vanuatu. Il a mis le doigt dedans, il ne peut plus retirer son doigt. Il est complètement, on peut presque dire maintenant que le Vanuatu est une province de la Chine, quoi. Ils ont construit un palais des congrès de 16 milliards de dollars pour 1000 places. Pour faire quoi? Pour mettre qui? C'est toujours un petit peu interrogatif.
choisir dans le Pacifique, au niveau de la Polynésie, à construire une ferme de l'aquaculture. Ils la construisent à Ao. Pourquoi Ao? C'est parce qu'il y a la plus grande piste d'envol du Pacifique. Donc rien n'est innocent au niveau de la Chine quand ils font quelque chose. Rien n'est innocent. On parle beaucoup du Vanuatu, mais il y a un autre pays quand même. Il y a Fidji aussi. Fidji, hein. Il y a Fidji qui est pris. Les sommes investies sont tellement énormes qu'il est impossible au pays de rembourser. Oui. La Chine, avec les Fidji, a pu accélérer l'émancipation des pays du Pacifique parce qu'il y a vraiment une ambition là. Finalement, c'est quoi? C'est de déstabiliser les autres pays qui pourraient vouloir investir? Il y a un téléphone, on va d'abord partir au téléphone. Oui. Vous me répondez ensuite. Il est 7h17, il nous reste très très peu de temps. On va retrouver Rose au téléphone. Bonjour Rose. Bonjour messieurs. Bienvenue. Parce que les Chinois sont dans le Pacifique. Et que pensez-vous des Chinois qui achètent des milliers d'hectares à Bordeaux, enfin qui investissent, qui achètent des châteaux en France? Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur? Je vois qu'il n'y a pas que dans le Pacifique, ils sont partout. Alors, même en France. Merci. Pourtant, la France est un pays indépendant, alors qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Merci pour votre question, Rose. Robert Bertram, l'expansion chinoise au-delà du Pacifique en Europe. C'est exact. Mais alors là, c'est vrai qu'on est quand même... on est dans une économie libérale. Donc, un pays peut toujours acheter un bien. Au niveau des terres, si on prend l'Afrique, ils ont acheté des hectares, des millions d'hectares en Afrique pour la subsistance alimentaire. Donc la Chine s'étend à travers le monde sans aucun problème, comme les États-Unis s'étendent à travers le monde, comme la France fait des développements économiques à droite à gauche. Donc ça, je dirais que c'est de l'économie normale, mais à partir du moment où entre acheter un lopin de terre et acheter un territoire entier, il y a une petite différence. Alors, le gros problème, c'est que dans les micro-États, c'est tellement petit que lorsqu'on met le pied sur ce micro-État, il n'y a plus de place pour le deuxième pied. Donc, il est là le problème, c'est les micro-États. C'est pas un pays continental où, effectivement, on peut avoir plusieurs milliers d'hectares sur une surface... avoir 5% de quelque chose, et ce n'est pas les 95%. Oui, on va s'arrêter là. Robert Bertram, on aura encore beaucoup de choses à dire, évidemment, sur cette revue juridique, politique et économique qui est vraiment très dense et que l'on peut se procurer un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Pour terminer, peut-être aussi... J'aurais voulu donc faire remarquer que cette revue a été élaborée avec Patrice Jean, qui est le directeur scientifique de la revue, et qui a porté à bout de bras ce dossier sur l'autodétermination. Merci beaucoup, Robert Bertram. Il est